Et puis j'en arrive au quatrième volet de ce rayonnement de la France et de la grandeur de la France, c'est ce que j'appelle le volet culturel. Avec la priorité à l'universalité, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, eh bien, je proposerai, je ne suis pas sûr d'y arriver, c'est l'une des très rares propositions. J'en ai fait une autre tout à l'heure quand j'ai suggéré que l'ONU interdise les puces RFID sur les êtres humains. C'est l'une des très rares propositions du programme que je vous présente qui ne dépend pas uniquement de nous, de vous et de moi, qui dépendra de l'avis d'autres États. Mais je proposerai à l'ensemble des États membres de l'ONU de transférer le siège de l'UNESCO de Paris à Strasbourg. Le retrait de la France de l'Union européenne aura en effet pour effet de laisser le Parlement de Strasbourg sans affectation, ce qui se fera d'ailleurs à la plus grande joie des autres États, puisque l'ensemble des autres États membres de l'Union européenne ne cessent de réclamer que le Parlement européen, comme vous le savez qu'il y a 2 implantations à Strasbourg et à Bruxelles, ne se réunisse plus qu'à Bruxelles. Vous savez d'ailleurs que la France dépense des centaines de millions d'euros pour assurer la desserte de Strasbourg dans cette affaire. Alors, ce que nous proposerons, c'est que ces bâtiments désaffectés soient désormais ceux qui soient affectés à l'UNESCO. Il faut modifier la Charte des Nations Unies puisqu'il est prévu que l'UNESCO a son siège à Paris, mais son transfert à Strasbourg sera le symbole de la paix et de la réconciliation entre la France et l'Allemagne, puisque l'UNESCO, comme vous le savez, est l'organisation mondiale des Nations Unies chargée de l'éducation, des sciences et de la culture, dont le but même est de promouvoir la paix et la compréhension entre les peuples du monde. Le siège de l'UNESCO à Paris est extrêmement sous-dimensionné, puisqu'il a été inauguré le 3 novembre 1958. À l'époque, il y avait environ 80 États à l'Organisation des Nations Unies. Nous en sommes à 196 ou 197. Le nombre d'États a été multiplié par 2,5, donc les bâtiments craquent. Les bâtiments de Strasbourg, ou beaucoup plus vastes, seront donc beaucoup plus appropriés à la vocation mondiale de cette institution onusienne. Et au passage, ceci me permet de rassurer nos compatriotes alsaciens de la région de Strasbourg, qui peuvent se dire « mais quand même, l'Europe nous apporte beaucoup de choses ». Eh bien, rassurez-vous, le transfert de l'UNESCO à Strasbourg permettra de donner à Strasbourg et à sa région un rayonnement planétaire et dynamisera en outre l'économie locale, puisqu'on verra cette fois-ci des délégations venues de 195 pays de la planète plutôt que de 27. Donc le siège de l'UNESCO sera donc transféré à Strasbourg, si donc les membres sont d'accord. Et en parallèle, nous créerons un centre mondial de la concorde entre les civilisations à Strasbourg, qui sera construit juste à côté, ou qui bénéficiera d'ailleurs des mêmes locaux à Strasbourg. Ce nouveau palais de l'UNESCO à Strasbourg sera donc assorti d'un centre mondial de la concorde entre les civilisations, qui sera la réponse du berger à la bergère face à tous les théoriciens du choc des civilisations. Ce centre bénéficiera de la proximité de l'UNESCO. Ce centre a vocation de recherche et de présentation muséographique, réunira des chercheurs du monde entier et présentera au grand public toutes les théories porteuses de guerre, et notamment la théorie actuelle du choc des civilisations. Et j'ajoute, pour que le symbole soit extrêmement parlant, que nous inaugurerons ce centre le 3 août 2014, le jour du 100e anniversaire de la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France, ayant provoqué la Première Guerre mondiale. J'insiste sur l'aspect des choses parce que, d'abord, ça sera une réponse très importante à l'affaire du choc des civilisations, mais c'est aussi, en termes de communication, un message fort que nous adresserons à l'ensemble du monde et aussi à nos partenaires européens. C'est-à-dire que sortir de l'Union européenne, c'est vouloir faire la paix. L'Europe, c'est la guerre. Parce que tous ceux qui me disent qu'il faut rester dans l'Union européenne parce que l'Europe, c'est la paix, eh bien non, nous leur montrons que c'est désormais l'inverse qui est vrai. Le 18e point, c'est redonner toute la priorité à nos liens avec le monde francophone. Alors là, nous ne sommes plus maintenant on n'est plus dans le registre du programme du Conseil national de la résistance, quoique
Vous vous rappelez qu'il parlait d'améliorer le statut juridique et social des populations indigènes. Il utilisait évidemment les termes de son époque. En 1944, la France avait encore tout son empire colonial, mais il y avait déjà une idée fondamentale derrière, qui était l'idée de développer des liens tout à fait particuliers, nouveaux, et des liens d'égaux à égaux avec les pays de l'ensemble issus de la colonisation française. Je rappelle d'ailleurs, au passage, cette chose insuffisamment soulignée, c'est que lorsque la Constitution française a été adoptée en 1958, elle avait un titre 13 qui s'appelait de la communauté, et qu'elle est la communauté des États francophones. Or, ce titre 13 est tombé en désuétude, et il a été, tenez-vous bien, supprimé en 2005 au moment du toilettage de la Constitution pour faire la Constitution européenne. Donc c'est tout à fait saisissant de voir qu'au moment où on a prétendu enfermer la France dans un périmètre artificiel avec la Lettonie ou l'Estonie, eh bien au même moment on supprimait les vestiges de ce qu'aurait pu être une communauté des États francophones. Alors, eh bien, je rappelle que l'Organisation internationale de la francophonie est un des éléments très importants du rayonnement de la France. Je rappelle que cet atout totalement décisif de notre pays est laissé en jachère par les dirigeants français sous prétexte de construction européenne, puisque nous affirmons que nous sommes les alliés des Allemands, des Italiens, des Slovaques, des Polonais, des Lettons, etc. Du coup, on se coupe de ce qui faisait notre vraie puissance, et tout ceci, souvent, au grand désespoir d'un certain nombre de ces pays du monde qui regardaient vers Paris et qui sont de plus en plus désespérés. Je rappelle qu'il y a ici une formidable possibilité de développement mondial. Je rappelle que la francophonie, c'est justement tout le contraire du choc des civilisations, puisqu'il y a ici, vous avez les Jeux de la francophonie qui se sont déroulés au Liban, en haut. Vous avez ici une publicité qui avait été faite par les expatriés français en Chine, parce que quand on vit loin de France, on se rend compte à quel point on a une proximité avec les peuples francophones. Et puis nous avons effectivement les pays de la francophonie qui ont cet admirable avantage d'être présents sur les 5 continents, et en particulier d'avoir toutes les ethnies, toutes les religions à peu près qui se regroupent selon une affinité linguistique et historique. Donc, cette priorité à la francophonie, eh bien, nous proposerons à nos partenaires la création d'un parlement de la francophonie. Et il sera installé où? Eh bien, je vous le donne en mille, il sera installé justement dans les locaux de l'UNESCO, que nous aurons donc vidés pour les transférer à Strasbourg, où ils auront beaucoup plus la place pour signaler justement la paix. D'ailleurs, ça sera mieux, puisque Strasbourg est une ville qui se trouve à la frontière du monde latin et du monde germanique. Donc ça sera un extraordinaire symbole. En revanche, eh bien, les locaux de l'UNESCO sont tout à fait à la taille de la quarantaine de pays et qui sont membres de la francophonie. Nous proposerons, là aussi, je ne sais pas si nos partenaires l'accepteront, nous proposerons ce Parlement qui serait installé dans ces locaux à Paris, dont l'objectif serait d'entretenir un lien politique permanent entre les États de la francophonie, et non pas un vague secrétariat qui manque considérablement de moyens, et puis un sommet une fois tous les 2 ans, de donner corps à une véritable communauté francophone, de contrecarrer les théories racialistes et guerrières du choc des civilisations promues par les think tanks américains et dont la construction européenne est une application régionale, de permettre l'élaboration, si c'est possible, de positions communes de la francophonie sur tous les grands sujets planétaires. Par exemple, sur le système financier international, par exemple la réforme de l'Organisation mondiale du commerce, par exemple les termes de l'échange, par exemple les évolutions naturelles et sans doute souhaitables du franc CFA, par exemple les problèmes environnementaux, par exemple la paix dans le monde. Eh bien, je veux vous assurer que si dans des instances comme l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, etc., il y avait les 40 États de la francophonie qui avaient une position commune de temps en temps sur un sujet, eh bien, ce serait quelque chose de très important. Très important. C'est justement ce que ne veulent pas les européistes. C'est justement ce que ne veulent pas les anglo-saxons.
Ils veulent justement nous couper de ce qui fait notre vraie puissance. D'ailleurs, j'ai déjà souligné, je l'avais écrit déjà dans la charte qui fonde l'UPR, où j'avais déjà précisé que nous constitutionnaliserions le principe du siège permanent au Conseil de sécurité pour la France. Ce sera aussi un siège permanent qui, si possible, se fera le porte-parole des positions de l'ensemble de la francophonie, qui permettra par notre voix, non seulement la voix de la France, mais la voix de la francophonie. Et ce n'est pas quelque chose d'artificiel, puisque une langue, c'est quand même d'abord et avant tout une vision du monde et une affection partagée. À propos d'affection partagée, eh bien, réorienter une partie de notre aide vers l'Union européenne en une aide vers les pays de la francophonie. Ces fonds proviendront pour partie des économies considérables réalisées du fait de nos retraits de l'Union européenne, et puis développer un système d'échange d'étudiants très important de type Erasmus avec les pays de la francophonie. Pourquoi devrait-on échanger, avoir des étudiants qui iraient s'installer? Je ne suis pas contre le fait d'aller en Lituanie, d'aller en Danemark, mais pourquoi est-ce que nous n'aurions pas des étudiants français qui iraient suivre des cours, par exemple, je ne sais pas moi, à Montréal, ou bien à Saïgon, ou bien à Dakar, et réciproquement. Donc il faut qu'il y ait un développement de ces échanges, et puis sensibiliser le peuple français à son appartenance à cette sphère d'influence mondiale, ayant le français en partage. Ce sera d'ailleurs d'autant plus facile que, comme vous le savez, il y en a certainement parmi vous dans cette salle, que beaucoup de nos compatriotes ont des origines provenant des pays de la francophonie. Donc c'est beaucoup plus naturel à tous les égards de se rapprocher de ces pays avec lesquels nous avons tant de points communs. Nous mettrons fin à la France-Afrique. Mais nous développerons une nouvelle ère de coopération égalitaire avec les pays d'Afrique, parce que je ne veux pas que les pays d'Afrique basculent dans l'Amérique-Afrique ou dans la Chine-Afrique. Nous adopterons une politique planétaire, pacifiste et réfléchie, veillant à donner à l'espace francophone mondial sa dimension politique et non alignée. Nous donnerons la priorité à l'universalité. Je créerai un centre mondial de la concorde des civilisations à Strasbourg. C'est le nouveau palais de l'UNESCO à Strasbourg, ce nouveau palais de l'UNESCO à Strasbourg sera assorti d'un centre mondial de la concorde entre les civilisations. Parce que je veux également transférer à Strasbourg l'UNESCO, actuellement présente à Paris, afin de libérer les espaces de l'UNESCO pour proposer à nos amis de la francophonie de créer une priorité à la francophonie avec un Parlement de la francophonie, où l'on pourra débattre entre tous les pays de la francophonie de notre vision du monde et des relations internationales. C'est ce qui justifiera le maintien au XXIe siècle du siège permanent au Conseil de sécurité de la France qu'elle exercera désormais, non seulement en son nom propre, mais aussi au nom de l'ensemble des pays de la francophonie qui, s'ils parviennent à avoir des positions communes, par exemple, sur un nouveau système financier international moins injuste, sur un nouveau rapport Nord-Sud moins injuste, sur une situation au Moyen-Orient moins injuste, eh bien, nous aurons désormais la voix de la francophonie qui pourra s'exprimer et qui s'installera justement dans le palais de l'UNESCO, les Cévides à Paris, puisque nous proposerons aux membres de l'UNESCO à Paris de se transférer
au palais du Parlement européen de Strasbourg, que nous aurons quitté, bien entendu, puisque nous ne serons pas dans l'Union européenne. Je voudrais conclure ici pour vous dire à quel point nous sommes un grand pays, à quel point la voix de la France manque aujourd'hui au reste du monde, à quel point les gens qui nous aiment, parce qu'il y a des millions de gens qui nous aiment dans le monde arabe, en Amérique latine, en Asie, en Afrique, en Chine, en Russie, en Extrême-Orient, en Amérique du Nord aussi et en Océanie. La voix de la France, elle manque au monde, nous allons la redonner au monde. Et au-delà de la voix de la France, c'est la voix de la langue française. C'est la raison pour laquelle je m'exprime toujours avec le drapeau français, flanqué non seulement du drapeau de l'Organisation des Nations Unies, mais également flanqué du drapeau de l'Organisation internationale de la francophonie, qui fait de la langue française l'une des langues en plus forte croissance du monde, qui fait de l'espace français, de l'espace mental et culturel français, une autre façon de concevoir le XXIe siècle que le communautarisme à l'anglo-saxonne. Nous sommes pour des relations de solidarité, d'amitié, sans considération de couleur de peau ou de religion ou d'appartenance continentale. La francophonie, notre participation dans le cadre des Nations Unies d'une part, dans la francophonie d'autre part, nous permettent d'envisager l'avenir de façon positive, radieuse et rayonnante, sans démanteler tous nos acquis sociaux, sans tailler en pièces tout ce que nos parents, nos grands-parents et nos ancêtres nous ont livré comme cadeau. La francophonie, nos relations avec l'ensemble de l'espace francophone, c'est l'une des clés essentielles de notre avenir. Regardez cette petite vidéo qui vous montre en gros ce qu'est notre avenir.
Eh oui, la langue française comptera, elle compte déjà 274 millions de locuteurs et en 2060, vous l'avez vu, elle comptera 767 millions de locuteurs dans le monde et elle sera sans doute au 3e, sinon au 2e niveau mondial. C'est ça que l'on veut vous cacher. En fait, l'avenir passe par la langue française et par la francophonie. Nous n'avons pas à nous lier dans un périmètre fixé par les États-Unis d'Amérique et les anglo-saxons pour nous empêcher de parler le français, pour nous convaincre que notre langue et notre mode de vie et notre civilisation sont destinés à disparaître. Nous devons au contraire relever fièrement la civilisation francophone à travers le monde. Il y a une vie après la construction européenne. Ça fait près de 8 ans que vous faites le ménage à Notre-Dame de Paris. Ouais. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette cathédrale? C'est un lieu sacré pour moi. Vous dites c'est un lieu sacré, mais alors là je vois que par terre, vous avez un tapis de prière, oui. Mais c'est un tapis de prière pour musulmans, ça. Oui, je viens de prier. Vous n'êtes pas catholique, vous? Non, moi je suis musulman. Et Notre-Dame, dans votre esprit, a quand même une place particulière. Oui, tout à fait, tout à fait. La Bible et le Coran, ils se retrouvent dans beaucoup de points. Et généralement, ce sont ces points-là qui font le bien de l'humanité. Il y a même un endroit dans Notre-Dame que vous préférez. Oui. C'est quoi? Oui, ça c'est la Vierge Marie. Ouais. La Vierge Marie du Pilier. Oui, surtout avec l'enfant dans la main. Et quand je vois ça, ça démontre la pitié, l'amour. On a l'impression qu'elle vit, qu'elle te suit, voilà. J'aimerais qu'on revienne sur un point fondamental. Pourquoi y a-t-il eu tous ces migrants récemment? C'est tout simplement parce qu'on a démoli la Libye, le régime libyen. C'est vrai. Qu'on a démoli ensuite le régime syrien, après avoir démoli le régime irakien, c'est-à-dire d'ailleurs les régimes laïques du Moyen-Orient. C'est très juste. Et la France s'est assise dans cette position parce que nous sommes, par l'intermédiaire des traités européens, placés sous la tutelle de l'OTAN et que nous suivons la géopolitique américaine. L'article 42 du TUE. C'est la raison pour laquelle. Moi, je voudrais dire qu'on ne peut pas, je ne vous ai pas interrompu, on ne peut pas à la fois dire que l'on construit l'Europe avec des frontières pour se protéger du reste du monde et dire par ailleurs que l'on est favorable au développement des liens avec, par exemple, la francophonie. Il faut choisir entre l'Union européenne et la francophonie, il faut choisir. Or, on a choisi. La France actuellement, les Français donnent sans le savoir, par l'intermédiaire des fonds européens, plus de 2 milliards d'euros chaque année à la Pologne, plus de 600 ou 800 millions à la Hongrie. Nous donnons actuellement 80 à 100 fois plus d'argent par habitant en Estonie, en Lettonie, en Lituanie qu'au Sénégal ou au Mali. C'est la raison pour laquelle sortir de l'Union européenne, contrairement à ce que certains croient, ça n'est pas se refermer sur la France, c'est au contraire renouer avec nos amitiés traditionnelles et fournir à ces peuples d'Afrique qui nous sont si proches les moyens du développement afin de stabiliser leur population. Tout le reste est littérature. Bien, alors, cher président François Asselineau, quelle est la première question que je vous pose dans notre thème sur le français et la francophonie et votre attitude à l'égard de ces deux atouts ou éléments ou piliers de notre identité française et francophone générale, quelle importance revêtent, à vos yeux, pour la France et pour d'autres pays sans doute, le français puis la francophonie? Alors d'abord, merci de me recevoir, monsieur l'ambassadeur, que je connais, on se connaît depuis maintenant de nombreuses années. Merci aussi à Lydie de me recevoir et bonjour à tous les auditeurs. J'écoutais d'une oreille très intéressée les fautes à éviter parce que ça me rappelle un petit peu les conversations que j'ai à domicile. Ma femme est normalienne, lettres et agrégée de lettres classiques et très souvent on a d'ailleurs au petit déjeuner, on a à côté de nous toujours un livre de comment dirais-je des étymologies. On cherche comme ça de temps en temps quand on bute sur un mot, quelle est l'étymologie de tel ou tel mot. Je crois que ça fait partie d'un certain goût des Français traditionnels qui aiment leur langue et non seulement bien la parler mais également savoir bien l'écrire et les petites nuances que vous évoquez.
devrait rappeler aux Français que nous avons une des langues sans doute les plus subtiles et les plus nuancées qui soient, avec une importance que vous connaissez en matière internationale, la fameuse résolution notamment 242 du Conseil de sécurité après la guerre des 6 jours, où le Conseil de sécurité a appelé Israël à se retirer. Alors là, la version française, c'est des territoires occupés. Ça veut dire de tous les territoires occupés. Et en la version anglaise, c'est from occupied territories, et ça, on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est de tous ou des En France, c'est pas la même chose. De ou des. Merci à vous de faire vivre. Je pense que l'émission que vous faites est quasiment unique sur la scène médiatique française, ou à peu près. Et c'est un peu dommage parce que je pense qu'il y a quand même un public pour cela. Maintenant, la langue française. Moi, je voudrais... Oui, il y a un public, il y a des dizaines de milliers de personnes qui écoutent cette émission. Bien sûr, et ça participe de notre patrimoine que nous devons défendre. Bien entendu, les langues évoluent. Il faut accepter les emprunts à d'autres langues étrangères, les évolutions, la création de modes. Mais je trouve personnellement assez choquant, par exemple, que l'on considère comme nuls et non avenus les conseils ou les décisions prises par l'Académie française. Par exemple, l'écriture inclusive qui fait débat. Personnellement, j'y suis opposé parce que moi, je trouve que je connais un certain nombre d'académiciens. C'est dramatique cette histoire. Et quand on dit la langue française doit être corrigée parce que le masculin l'emporte sur le féminin, non, c'est pas du tout ça. C'était la trace du neutre qui restait dans la langue française. Alors, la langue française aujourd'hui, moi, je vois mes contemporains, beaucoup de nos contemporains sont convaincus que la langue française serait en plein déclin, en pleine débandade, etc., etc. C'est le contraire de la réalité. Vous le savez sans doute ici dans cette émission, mais je me permets de le rappeler, que la langue française est au contraire l'une des langues, sinon la langue, qui se développe le plus rapidement au monde. Par quel mystère? Eh bien, c'est une langue qui se développe à toute allure en Afrique. Il se trouve que les pays d'Afrique francophone sont les pays qui sont les plus en retard pour leur transition démographique. C'est-à-dire qu'ils ont encore une très forte démographie. D'une part, mais d'autre part, ces pays ne restent pas, ne végètent pas. Ce sont des pays qui se développent. Je connais très bien l'ambassadeur beaucoup plus qu'on ne le croit. Ouais, je connais très bien l'ambassadeur du Sénégal en France, que je voyais l'autre fois, qui me rappelait que le Sénégal a une croissance économique l'année dernière de plus 8%. Ça n'est pas rien. Et dans tous ces pays d'Afrique francophone, la jeunesse a tendance de plus en plus à basculer à la langue française en laissant tomber les langues tribales, les langues ethniques qui étaient les leurs. Et pour une raison simple, c'est que la modernité passe par Internet, et sur Internet, vous le savez, la langue française, alors selon les grands sites, mais que ce soit Wikipédia, que ce soit les grands moteurs de recherche, Google, Yahoo, que ce soit Amazon, eBay, etc., selon les sites, la langue française est 3e, 4e ou 5e langue déjà mondiale. De telle sorte que si vous êtes sénégalais, mais il n'y a pas beaucoup de sites et de ressources en wolof. En revanche, en français, vous avez énormément de ressources. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de jeunes dans l'ensemble africain basculent à la langue française. Alors, le phénomène est très impressionnant puisque on estime, ça ce sont des statistiques que je tire de l'Organisation internationale de la francophonie que vous connaissez beaucoup mieux que moi, mais on estime qu'en l'an 2000, il y avait 190 millions de locuteurs francophones dans le monde, et qu'au moment où nous parlons en 2019, on a dû passer à peu près 260 millions. Et encore cela, il s'agit bien des locuteurs. Il y a d'autres études qui montrent que si on prend l'ensemble des habitants des pays de la francophonie, là on serait à 500 millions. Mais moi je parle des locuteurs francophones tels que déterminés par l'OIF. À la fois de langue maternelle, de langue seconde apprise, voilà, bien apprise, et dans laquelle on a étudié ou été scolarisé, ou alors de francisants qui ont appris comme ça, comme à l'Alliance française ou au Berlitz. Exactement. Donc on est passé en l'espace, regardez bien, de 19 ans, de 190 millions de francophones, de locuteurs francophones dans le monde, à 260 millions, et les mêmes tendances indiquent que si... Et même à 300 millions dans le dernier rapport. Voilà, alors encore peut-être mieux, et si on poursuit sur cette tendance,
on pourrait avoir aux alentours de 2050-2060 entre 6 et 700 millions de locuteurs francophones, ce qui ferait de la langue française peut-être la troisième langue la plus parlée au monde. À condition que le français reste statutairement langue officielle, langue d'enseignement dans ces pays, que la France continue à les aider et d'autres pays francophones riches les aident et que la France elle-même ne passe pas à l'anglais dans l'intervalle. Alors oui, là on avance sur ce que je m'apprêtais à dire, mais vous avez 1000 fois raison. C'est une richesse formidable. Et les Français de France sont convaincus que leur langue ne vaut plus un clou. C'est incroyable. Parce que la langue française se développe sur tous les continents, sauf en Europe. La langue française se développe de façon extraordinaire en Afrique. D'ailleurs, toujours selon les mêmes statistiques, en l'an 2060, la langue française serait une langue à 90% africaine. Les locuteurs se situeraient à 90% sur le continent africain du fait de la démographie et du phénomène que j'évoquais tout à l'heure. On en tient compte en Asie, on en tient compte en Amérique du Sud, parce que on tient compte justement de ça dans l'apprentissage des langues étrangères, où par exemple l'apprentissage de la langue française se développe en Chine, se développe en Amérique latine, etc. Il y a un continent où la langue française est en pleine débâcle, c'est l'Europe. Comme d'ailleurs l'apprentissage de l'italien en Europe, comme d'ailleurs l'apprentissage de l'allemand en Europe. C'est-à-dire qu'en fait, en Europe, et dans l'Union européenne, lâchons le mot, eh bien, on assiste en fait à l'écrasement de toutes les langues nationales par le globish, c'est une espèce de sous-anglais de bazar que vous avez suffisamment décrié ici. On est loin de la langue de Shakespeare. On a une espèce de globish qui s'impose et qui va de pair d'ailleurs avec une tentative de reviviscence très politique des langues régionales, promue par les eurorégions, puisqu'il y a une volonté qui s'appelle la politique des eurorégions, que d'ailleurs nous sommes les seuls à l'Union populaire républicaine à dénoncer, qui vise en fait à la destruction de l'unité nationale des grands États-nations d'Europe occidentale, pour avoir des États-Unis d'Europe, puisque c'est l'objectif tacite, mais les États-Unis d'Europe n'étant pas ceux prévus par Victor Hugo en 1849, c'est pas la France, c'est pas l'Espagne. Le projet en fait qu'il y a dans les têtes des gens qui réfléchissent à tout ça, c'est en fait un démantèlement un petit peu. Vous avez vu les cartes de Pierre Hillard, par exemple, qu'il avait trouvées au Parlement européen. C'est en fait reproduisait celle des nazis en 1942. Voilà, c'est la démolition en fait de la France, de l'Espagne, de la Belgique. L'ancien président de la Commission du Conseil européen, Van Rompuy, vous savez, est un Néerlandais indépendantiste flamand dans le cadre de l'UE. Vous savez que l'Espagne, il y a la Catalogne qui prétend être indépendante dans le cadre de l'Union européenne. En France, Jean-Guy Talamone, le président de la collectivité de Corse, a dit « Je verrai de mon vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne ». Vous avez vu que M. Macron a décidé de violer le référendum de 2013 par lequel nos compatriotes du Haut-Rhin et du Bas-Rhin avaient rejeté le projet de disparition des départements, en contournant les peuples par leurs prétendus représentants. C'est là le truc habituel, c'est comme ça qu'on a eu... les Français ont voté non en 2005 à la Constitution européenne, on l'a eu quand même sous la forme du traité de Lisbonne par nos représentants. Merci Sarkozy. Voilà. C'est la même chose qui se passe en ce moment au Royaume-Uni. 52% des Britanniques ont voté pour le Brexit. Les représentants britanniques sont en train d'essayer de torpiller le projet des Britanniques. Et ben là, c'est la même chose. On dit au peuple, vous n'en voulez pas, mais vous en boufferez quand même. Voilà. Et vos représentants vous représentent mieux que vous-même. C'est ça qu'on dit. En Alsace, donc, Macron a décidé. Il a eu le concours des deux conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin qui ont décidé de faire leur harakiri. Et donc, en 2021, disparition du département du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et collectivité européenne d'Alsace. C'est-à-dire que le niveau France est en train de disparaître. C'est la raison pour laquelle, dans un peu partout, ce qu'on nous propose, ce que l'on nous prépare, il faut que les auditeurs le comprennent. Il y a cette espèce de projet à la fois grandiose et effrayant et délirant. En fait, c'est la fin de la France, la fin de l'Espagne, la fin de la Belgique, la fin du Royaume-Uni. Nos idéologues voient des États-Unis d'Europe où il y aurait Flanders, pour les Flandres, Wallonie, Bresse,
pour la Bretagne, Alsace pour l'Alsace, Occitania, Corsica, et puis en Espagne, Catalunya, País Vascos, etc. Avec un développement donc de ces langues régionales d'un coup par le bas, le développement du globish par le haut, et la destruction progressive de la langue française. Alors tout ça, malheureusement, est à l'œuvre. Alors ça, vous avez déjà mordu sur la deuxième question que je voulais vous poser, c'est-à-dire le gouvernement français et notre classe politique dans son ensemble en tire-t-il des chances que le potentiel du français, si vous voulez, de la francophonie, toutes les conséquences dans leurs actes, et vous commencez là à répondre. Et je signale à ce sujet que vous avez d'ailleurs déjà, en 2014, écrit un texte qui exprime sans doute encore plus aujourd'hui ce que vous pensez, prenant l'exact contre-pied de l'esprit masochiste de nos gouvernants, l'UPR rappelle que son programme politique est le seul à donner à la coopération culturelle, économique et politique avec les pays francophones la place éminente qu'elle mérite aujourd'hui et qu'elle méritera plus encore demain. L'UPR rappelle aussi que la prétendue construction européenne, nous venons d'en parler, sape cette coopération stratégique pourtant si naturelle avec les pays partageant notre langue et qu'elle ligote la France dans un périmètre artificiel et arbitraire avec des pays presque tous en déclin démographique dont le seul point commun est d'être soumis aux États-Unis d'Amérique. Ben écoutez, j'ai pas un mot à changer. Vous savez, je vais vous prendre un exemple alors tiré de l'actualité la plus brûlante. J'en parlais tout à l'heure sur Radio France Internationale. Cette affaire des otages qui ont été libérés, malheureusement avec deux soldats qui ont été tués. Hélas. Mais bon, dans des conditions d'ailleurs, je trouve personnellement que le président de la République aurait pu s'abstenir d'aller accueillir les personnes libérées. C'est normal que la France intervienne. Mais d'abord, elle devrait intervenir dans tous les cas. Vous savez qu'il y a Sophie Pétronin, je crois, qui est cette femme qui, depuis 3 ans et demi au Mali, et qu'on n'a pas l'air de se bouger beaucoup pour elle. Enfin bref. Je disais simplement que, qu'est-ce qui vient de se passer? Il vient de se passer que ces otages ont été libérés par l'armée française et en bénéficiant de complicité, si l'on peut dire, en tout cas des services de renseignement américains, mais aussi du Burkina Faso et du Bénin. On n'a pas eu le concours de la Slovaquie, de Chypre, de la Finlande, du Danemark pour ça. Ni de l'Allemagne. Ni de l'Allemagne. C'est-à-dire que lorsqu'on en est aux choses vraiment sérieuses, eh ben on ne peut compter que on est tout seul sur la France, oui. L'armée française et ses amitiés traditionnelles. Alors, moi, je voudrais ici attirer... Alors, pareil pour la langue, voilà. Bon, bien sûr. Alors, je voudrais attirer ici, il y a quelque chose qu'il faut, je pense que tout le monde doit avoir à l'esprit. C'est que notre Constitution française, la Constitution de la Ve République, avec toutes ses modifications, est devenue en fait... comment dirais-je alors je ne dis pas ça pour les... Je sais que c'est une maladie, mais c'est de tomber dans le langage courant, on dit schizophrénique. Je ne veux pas m'attaquer ici aux malades de cette maladie, mais on a une constitution... Le nouveau nom pour schizophrénie, c'est le en même temps. Voilà, oui. On est face à une constitution qui dit deux choses qui sont en fait contradictoires. Il y a le titre 14... de la francophonie, avec l'article 87, il me semble que l'ADLF... C'est nous qui l'avons fait introduire. J'allais vous rendre hommage. Je crois que c'est par votre intermédiaire que l'on a repris en fait ce titre qui était plus ou moins celui de la communauté française, qui avait été prévu par Charles de Gaulle en 58 et qui est tombé en désuétude dans les années 60. C'est un peu dommage d'ailleurs. Dans cet article 87, il est écrit « La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage. » Bon. Et puis, 2 articles après, l'article 88 alinéa 1, donc à l'article 87, c'est le titre 14 de la francophonie, le titre 15 c'est de l'Union européenne, il y a un article 88 alinéa 1 qui dit « La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité de l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tel qu'il résulte du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. » Notez bien que ces réformes de la Constitution ont été faites dans le dos des Français. Nous, dans notre programme, moi j'ai prévu que toute réforme de la Constitution devrait être soumise au référendum. On ne peut pas avoir dans le dos des Français une espèce d'accord de Maquignon par le Congrès, vous savez, réuni à Versailles, où les sénateurs et les députés s'arrangent pour modifier la Constitution. En attendant, vous avez donc ce dilemme incroyable
Article 87. La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États de la francophonie. Article 88 alinéa 1. La République participe, le même verbe participe, à l'Union européenne constituée de toi qui ont choisi librement d'exercer en commun Nani. Choisi librement d'exercer en commun, c'est d'ailleurs une fake news, comme on dit maintenant. Une infox. Une infox. Dites infox. C'est une infox. Répandez infox. C'est une infox parce que je rappelle que les Français, dont moi d'ailleurs, ont voté non à 55% au traité qui a été adopté dans notre dos, comme je le disais à l'instant. Le 29 mai 2007. Moi, je voudrais attirer l'attention sur le fait que on ne peut pas avoir les deux en même temps. On peut prendre des quantités d'exemples sur est-ce que la France participe à la francophonie ou est-ce qu'elle participe à l'Union européenne? Et est-ce qu'on pourrait participer aux deux? Moi, je dis la réponse est non. D'abord, en termes financiers. En termes financiers, vous savez qu'on est aux abois financièrement, que notre participation à l'euro nous entraîne dans des contraintes budgétaires absolument extraordinaires. Ça fait qu'en ce moment, la France, les Français sont taxés, sans qu'ils le sachent. Vous savez qu'on est contributeur net au budget de l'Union européenne. En gros, et pour simplifier, il faut que les auditeurs comprennent que nous donnons entre 80 et 100 fois plus d'argent par habitant à l'Estonie ou à la Lettonie ou à la Lituanie, qui sont des pays, soit dit en passant, où on commémore chaque année les Waffen-SS nazis. La France donne 80 à 100 fois plus d'argent par habitant qu'au Sénégal ou au Mali. Est-ce que c'est normal? Moi, je dis non parce que on ne peut pas à la fois vouloir limiter les flux migratoires et empêcher les pays du Sud de se développer. Notre intérêt, bien compris, serait de favoriser le développement du Sénégal, du Mali, etc. Les pays avec comme une priorité, naturellement, pour les francophones parmi ces pays africains. Bien sûr. Bien sûr, nous donnons encore une fois 80-100 fois plus d'argent à des ressortissants de pays comme les Estoniens, les Lettons, j'ai rien contre eux, mais nous n'avons aucun lien particulier avec ces pays. Par l'intermédiaire de l'Union européenne, nous sommes de plus en plus liés à ces pays qui sont la ligne de front, si l'on peut dire, face à la Russie. Vous savez qu'il y a une dizaine de jours, on a appris que la France vient d'installer, sur la base de Tapa en Estonie, 300 soldats français, et puis des dizaines de chars et de blindés français à 127 km de la frontière russe. Parce que nous appartenons à l'Union européenne, par solidarité européenne, et à l'OTAN. Et à l'OTAN. Voilà. Oui, c'est quand même dément. Si vous voulez qu'on le fasse ça qui nous entraîne à un risque de choc frontal avec la Russie, alors même que, comme le disait Charles de Gaulle, De Gaulle avait dit tout au long de son histoire, lorsque la France a eu de bonnes relations avec la Russie, ça a été des grands moments de l'histoire de France. Lorsqu'elle en a eu de mauvaises, ça a été des mauvais moments. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle... Nous avons déjà parlé à cette antenne aussi. Vous écoutez Radio Courtoisie. Nous avons quelques messages pour Monsieur Asselineau. D'ailleurs, un que je voudrais lire quand même, qui est très élogieux. Donc, c'est un auditeur qui je voterai UPR le 26 mai. Merci à Radio Courtoisie d'inviter un homme sincère et besogneux comme Monsieur Asselineau. Frexit vite, vive la France. Voilà, ce monsieur. Alors, nous avons des messages concernant la grammaire française. Oui, je crois que j'y répondrai la prochaine fois. J'y répondrai la prochaine fois, comme je le fais souvent. Hein. Et puis, d'autres messages pour Monsieur Asselineau. Monsieur Asselineau, pensez-vous, c'est un auditeur de Radio Courtoisie, que pensez-vous de l'agence universitaire de la francophonie? On y vient. Oui, on y vient. On va le lire en temps. Voilà. Je voudrais, si vous me le permettez, achever mon analyse. En matière financière, j'ai dit qu'il y a contradiction entre l'Union européenne. On peut pas vouloir les deux en même temps. On n'a pas les moyens. En matière linguistique, normalement, la francophonie, on devrait promouvoir le français. Mais vous avez vu, vous vous rappelez la loi Fioraso contre laquelle on s'était battu il y a 2 ou 3 ans, ou même 4 ou 5 ans. Par notre appartenance à l'Union européenne, nous sommes embarqués dans un processus qui nous impose le globish, qui nous impose l'anglo-américain dans tous les domaines, la reconnaissance des décrets en langue étrangère, c'est-à-dire en anglo-américain, les cours, maintenant vous avez des cours à la Sorbonne, vous avez des cours à Sciences Po, vous avez des cours dans les grandes écoles qui sont obligatoirement dans tous les domaines en anglais. C'est-à-dire, par exemple, à Sciences Po Paris, vous avez une année entière de cours
obligatoirement en anglais dans tous les domaines. Moi, je suis favorable à l'apprentissage des langues étrangères, bien sûr. Moi, quand j'étais à HEC, j'avais des cours d'anglais. Mais pas au grand remplacement linguistique. Oui, on peut dire ça comme ça. Et quand je dis apprentissage des langues étrangères, comme je parle précisément en français, j'essaie de le faire, je dis bien des langues étrangères. C'est-à-dire que la France doit développer, bien sûr, l'apprentissage de l'anglais, mais aussi l'apprentissage des grandes langues européennes, l'espagnol, l'italien, l'allemand, mais aussi le russe, le portugais, et aussi les grandes langues d'aujourd'hui et de demain, que sont notamment le chinois, le mandarin, le japonais, l'hindi. On est en train de se focaliser sur l'anglo-américain, alors même que des très grands pays comme la Chine et l'Inde sont en train de faire le chemin inverse. Vous savez qu'en Chine, l'Inde est en train de développer dans l'enseignement supérieur les cours en hindi au détriment de l'anglais et Narendra s'exprime maintenant non plus en anglais, le Premier ministre, n'est-ce pas, Monsieur Modi, il s'exprime en hindi. Absolument. Et en Chine, les concours d'accès, vous savez, ces concours d'origine mandarinale, les concours d'accès aux plus prestigieuses universités chinoises, les 13 plus grandes universités de Chine, où il y a le gratin du gratin des étudiants chinois. Et pour un pays de 1,4 milliard d'habitants, vous imaginez qu'il doit y avoir, il y a des dizaines de millions d'étudiants chaque année. Donc ceux qui sont reçus dans les universités, notamment de Beidai ou de Tsinghua à Pékin, sont la crème. Eh bien, dans les plus grandes universités chinoises, désormais, la langue anglaise est devenue facultative. Alors, j'insiste là-dessus parce que la politique et la langue, sont inséparables. Étroitement liés. Alors, on parlait du finance, on parlait de la langue. Moi, je voudrais dire également, en matière militaire, est-il normal que la France se soit livrée à une agression caractérisée, c'était en avril de 2018 lorsque Macron a envoyé des missiles, sur la Syrie, alors que la Syrie est un pays qui fait partie de la francophonie. Moi, je vous parlais tout à l'heure de Charles Helou, de l'ancien président de la République. Je suis allé au Liban l'année dernière, j'ai rencontré tout le monde. Vraiment, depuis Samir Gemayel, des phalanges libanaises. Et Samir Jaja. J'ai vu les Druzes, j'ai été reçu par le grand. Vous avez vu John Blatt. Le grand moufti du Liban. J'ai même été reçu à la télévision Al-Mayadine, qui est la télévision de Hezbollah. C'est pour vous dire, j'ai vu absolument tout le monde. Des grandes familles qui se tirent dessus, qui s'assassinent depuis des siècles. Les gens sont tous en désaccord sur plein de choses. Mais il y a quand même quelque chose qui m'a vraiment fait de la peine. C'est qu'ils m'ont tous dit, quelle que soit leur religion, ils m'ont tous dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de devenir, la France? Le Liban, hein. J'entends souvent vous êtes en train de disparaître. Oui. Voilà, même au Liban, l'anglais se développe. Et il dit, vous avez soutenu, vous êtes mêlé, vous n'auriez jamais dû intervenir comme vous l'avez fait en Syrie. Je ne dis pas qu'il fallait soutenir mordicus Bachar el-Assad, mais il s'agissait bien en fait d'une déstabilisation qui sentait fort les hydrocarbures, avec par intermédiaire de Daesh, etc. Et qui en fait a coupé court à tout ça, ce sont les Russes. Et qu'est-ce qui s'est en train de se passer en ce moment lorsque Daesh a été vaincu par les Russes et pas par les Anglo-Saxons qui en fait par l'Arabie Saoudite et le Qatar par leur intermédiaire financé les rebelles. Voilà, c'est eux. Donc ce sont les Russes qui ont coupé court à ça. Et moi, ce qu'on m'a dit, mais quand ça va être quand la paix sera revenue, eh bien le régime de Bachar el-Assad, la première langue apprise, ça va être le russe. Ça sera plus le français. Hein, donc on est lent parce qu'on appartient à l'Union européenne et donc à l'OTAN, puisque l'article 42 du traité de l'Union européenne nous place sous la tutelle de l'OTAN. Eh bien là aussi on poursuit quelque chose qui est contraire au principe même de la francophonie. Je dirais encore, je pourrais en parler pendant des heures, mais je ne veux pas monopoliser. Il y a un dernier point, c'est une question de valeur. L'Union européenne met en avant la prétendue solidarité des peuples d'Europe face au reste du monde. En fait, c'est une vision anxieuse de l'univers. En fait, vous savez, la théorie du choc des civilisations de Samuel Huntington, qui consiste à diviser le monde en grandes zones avec le monde judéo-chrétien dans lequel on appartiendrait, donc il y aurait l'Amérique du Nord et puis l'Europe, le monde latino-américain qui serait différent, ce qui est absurde. À mon avis, l'Espagne est beaucoup plus proche de l'Argentine que de la Finlande,
dans tous les domaines sauf en géographie. Il y a le monde dit orthodoxe, qui serait méchant, le monde musulman, le monde hindou, le monde confucéen. Ça, c'est la vision des Américains. Or, la francophonie, comme d'ailleurs la lusophonie ou l'hispanophonie, c'est l'inverse. Elle ne met pas en avant une solidarité prétendue qui serait fondée sur la race ou la religion. Elle met en avant une solidarité héritée des siècles, héritée de l'appartenance à une même communauté de destin, à une langue, à une histoire commune. Elle met en avant également la concorde des peuples et des civilisations. Dans la francophonie, vous avez des pays qui ont la langue française en partage, mais qui sont aussi bien de tradition catholique, de tradition protestante, de tradition musulmane, de tradition bouddhiste et confucéenne. Je pense notamment à l'ancienne Indochine. On a donc une espèce d'antidote au choc des civilisations. Et c'est la même chose pour le Commonwealth britannique, c'est la même chose pour l'hispanophonie. Donc on a deux visions du monde totalement contradictoires. Et je crois que nos dirigeants, en fait, ne savent pas où ils vont mener la France. Et où voudriez-vous la mener dans ces domaines-là concrètement? Pour résumer votre politique, qui serait celle d'une politique du français, si vous voulez, et votre politique de la francophonie organisée, de l'OIF en clair, qu'est-ce que vous proposeriez? Alors, d'abord, moi, la conclusion que je tire de l'analyse que je viens de faire, c'est que on a deux conceptions de la France dans le monde de demain, enfin dans le monde d'aujourd'hui, disons des 20-30 ans qui viennent. Premièrement, sa disparition, sa fusion, même son éclatement, on en parlait tout à l'heure de l'unité nationale, dans une Union européenne où on postule qu'il y a une communauté d'intérêts par contiguïté géographique, parce que le Portugal est frontalier de l'Espagne, qui est frontalière de la France, qui est frontalière de l'Allemagne, qui est frontalière de la Pologne, laquelle est frontalière de la Lituanie, qui est frontalière de la Lettonie, qui est frontalière de l'Estonie, et qui est frontalière de la Finlande par le golfe de la Finlande. On postule que par contiguïté géographique, les habitants de l'Algarve portugaise auraient dans tous les domaines les mêmes intérêts que les Lapons de la Laponie finlandaise. En fait, c'est dingue. Si vous y réfléchissez une demi-seconde, vous apercevez que c'est absurde. Et puis, il y a l'autre vision des choses, notamment la francophonie. C'est une communauté d'intérêts qui est fixée par proximité historique, linguistique, migratoire, commerciale, universitaire, etc., etc. L'histoire, elle tranche. Vous savez, toute l'histoire du monde montre qu'entre un dogme et un fantasme, qui est celui de la construction européenne, et le pragmatisme et la réalité, qui est celui de la francophonie, l'histoire du monde prouve que les dogmes et les utopies s'effondrent toujours devant le pragmatisme. Alors qu'est-ce que nous on propose? On propose d'en revenir, de rétablir la France, la diplomatie française telle qu'elle était du temps de Charles de Gaulle. C'est-à-dire un pays libre et souverain qui, bien entendu, doit avoir des relations avec l'ensemble du monde, et bien entendu avec les Allemands. Je rappelle ici au passage, pour ceux qui auraient des doutes, c'est que la France est liée au reste du monde par 6686 traités bilatéraux et multilatéraux. Et ce que nous proposons en sortant de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est de dénoncer 3 traités sur les 6686. Il en restera 6683. C'est une vue intéressante, ça. Oui. Et nous garderons chiffré. Mais nous n'avons plus que 5 minutes. Nous garderons toujours nos 343. La conclusion. Nous garderons toujours nos 343 traités avec l'Allemagne. Donc tout ce que l'on veut, c'est avoir une diplomatie et une défense militaire erga omnes, vis-à-vis du monde entier, une diplomatie rayonnante et ouverte, mais en favorisant aussi et d'abord la francophonie. Dans le programme que j'avais présenté, sortant de l'Union européenne, on proposait à l'ONU de transférer l'UNESCO à Strasbourg, dans les locaux laissés vides par le Parlement européen. Vous savez que l'UNESCO craque à Paris, avec 150 pays dans quelque chose qui est fait pour une cinquantaine. Au passage, on crée un centre de la concorde des civilisations parce que ça montre que nous ne sommes pas un ennemi de l'Allemagne. Nous voulons au contraire que l'UNESCO, je pense que ça serait bien à la lisière du monde latin et du monde germanique d'avoir justement cet organe des Nations Unies chargé de l'éducation, de la culture et de la paix. Et puis nous, ce qu'on proposait, c'était dans les locaux laissés vides de l'UNESCO à Paris, de recréer une assemblée parlementaire de la francophonie que l'on pourrait appeler comme on veut,
avec les vrais pays francophones, parce qu'il y a eu une tendance un petit peu à l'extension du concept. Quand je vois que voilà, on ne sait plus dire non. Pays, voilà. 84 pays membres maintenant, c'est de la folie. Voilà, je trouve que personnellement, c'est de la triche intégrale. Voilà, je pense que le Qatar, la moitié d'entre eux. Voilà, le Qatar ou la Moldavie, il faut pas exagérer. Donc nous, on voudrait en revenir. Alors, on peut avoir une espèce d'amicale des pays aimant la France, mais les pays de la francophonie, qui à mon avis devraient être des pays sélectionnés en fonction des pays qui chaque jour, par exemple, les actes officiels sont publiés en français dans un journal officiel. Donc je pense que déjà ça serait déjà pas mal. Il y en a déjà pas mal, et ça permettrait déjà effectivement de proposer ce qui était l'idée d'origine de la Constitution française, une espèce de communauté des pays francophones et le siège permanent au Conseil de sécurité de la France. Donc vous avez vu que Macron est en train de pratiquement commencer le brader. Voilà, à l'Union européenne, c'est-à-dire à l'Allemagne. Oui, bien sûr. Nous ne voulons pas, nous voulons d'ailleurs mettre dans la Constitution française, on veut intégrer dans la Constitution française la possession du siège permanent au Conseil de sécurité, mais qui serait d'autant plus légitime que la France le conserva au XXIe siècle que, justement, nous en ferions en tant que de besoin, un mode de développement des positions prises par l'Assemblée de la francophonie sur des sujets divers et variés, par exemple la paix au Proche-Orient, par exemple les équilibres nord-sud, etc. Là, je pense qu'on pourrait avoir une position de la francophonie. Je vous assure que la France et 33 pays francophones, ça pèserait sacrément lourd sur la scène politique mondiale et beaucoup plus que l'Union européenne où tout le monde sait qu'on est en désaccord sur tous les sujets. Vous avez déjà commencé à conclure, parce que je vous laisse la conclusion de cette émission. Crois que déjà, je vais faire remarquer à M. Asselineau, vous avez gagné des électeurs. Vous avez vraiment parmi les auditeurs de Radio Courtoisie... on a énormément de remerciements de vous avoir reçus. On ne peut pas lire tous les messages, on n'a pas eu le temps. Monsieur l'ambassadeur, on vous remercie d'avoir reçu Monsieur Asselineau et Radio Courtoisie également. Mais un prolongement de votre conclusion dans la minute et demie qui reste. Alors, je dirais... une conclusion, je vais développer une idée peut-être un petit peu nouvelle, un peu originale. Je vais vous parler d'énergie. La clé du développement, la clé du XXIe siècle, c'est aussi la possession d'énergie. Parmi les défauts énormes de la construction européenne, on est en train de s'enfermer avec l'Union européenne et avec l'Amérique du Nord, avec les pays qui, dans 20 ans ou 30 ans, n'auront plus d'hydrocarbures. Et c'est-à-dire que ces pays, alors pour continuer... nous avons un espace maritime d'11 700 000 km² en exactement. plus. C'est-à-dire que... avec toutes les ressources énergétiques notamment que ça comporte. Exactement. C'est-à-dire que nous serons contraints d'aller vers la guerre. Regardez ce qui se passe en Libye, ce qui se passe en Irak. Il s'agit bien de guerre d'appropriation des hydrocarbures. Nous, on veut revenir à la politique par exemple, la grande politique arabe de la France. Avoir des amitiés dans le monde arabe, dont on sait que c'est encore la zone du monde où il y aura le plus d'hydrocarbures. Autre chose en Afrique. Vous savez qu'on découvre de plus en plus dans des gisements offshore. On en a découvert par exemple au large de l'Angola, mais probablement aussi du Sénégal et des pays d'Afrique francophone. On découvre des ressources en hydrocarbures. Ça veut dire que même de ce point de vue-là, fondamental, la France a intérêt à jouer la carte de la francophonie. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.